Bonjour, bienvenue sur France 3 Limousin pour cette Voix libre spéciale consacrée au départemental 2015. Après la Creuse et la Corrèze, nous terminons notre tour d'horizon par la Haute-Vienne, l'un des très rares départements français à n'avoir jamais connu l'alternance politique. En tout cas, il y a aujourd'hui une certitude à l'issue du scrutin des 22 et 29 mars. Un nouveau visage dirigera le Conseil. La socialiste Marie-Françoise Peyrolle-Dumont ne se représente pas après 11 années comme présidente. La bataille pour lui succéder est donc ouverte avec un enjeu. Laissera-t-elle son siège à son camp? Et la réponse à cette question n'est pas encore définitive. Loin de là, la gauche, justement, est divisée. Le PS d'un côté et de l'autre, soit l'ADS, soit l'alternative qui regroupe écologistes, communistes et Front de gauche. La droite, elle, est unie avec l'UMP, l'UDI et le MoDem et se verrait bien réaliser à l'échelle du département le coup d'éclat réalisé à Limoges lors des municipales. Enfin, le Front national, fort de sa progression dans le département, présente des candidats sur 20 des 21 cantons et il pourrait créer des surprises au soir du premier tour. Bref, vous l'aurez compris, il y a du suspense pour cette élection. En Haute-Vienne, nous allons en parler jusqu'à midi avec nos invités sur notre plateau, tous candidats à cette élection. Yvonne Jardel, candidate d'hiver droite, représentant l'UMP, l'UDI et le MoDem. Jean-Claude Leblois pour le Parti socialiste. Christine Marty, représentant le Front national. Bonjour. Enfin, Pierre Allard pour l'ADS. Merci à vous quatre d'avoir accepté notre invitation. Et vous entendrez également à plusieurs reprises la position des candidats de l'alternative à gauche. Vous serez écoutés tout au long de cette émission avec attention par Enrique Viracampos de France Bleu Limousin, notre confrère, partenaire de cette élection. Il nous livrera tout à l'heure en fin d'émission son analyse sur le débat et il vous posera également quelques questions. Mais avant de vous interroger sur ce scrutin en Haute-Vienne, une petite piqûre de rappel et elle est sans doute nécessaire pour bien et mieux comprendre le mode de scrutin. Il y a plusieurs changements, comme nous l'explique Patricia Chalumeau. La carte des cantons avait peu changé depuis Napoléon en 1801. Le gouvernement a décidé de la remodeler. Les cantons ont été regroupés et leur nombre a été divisé par 2. De 4055 cantons, on passe à 2074. On fait des cantons plus gros pour qu'on sorte d'un millefeuille et d'un émiettement extrêmement puissant qui est un des méfaits, un des reproches qui est fait au système politico-administratif français. Il faut remodeler régulièrement les cantons comme les circonscriptions pour tenir compte des évolutions démographiques. Un redécoupage qui ne change pas le nombre de conseillers départementaux puisque vous en élirez 2 par canton. Mais la plus grande innovation, c'est que vous n'allez plus voter pour un candidat, mais pour un binôme, obligatoirement homme-femme. Les suppléants aussi devront respecter cette mixité. On parle depuis très longtemps de la parité, mais elle ne se fait pas, ou très difficilement. Donc le mode de scrutin va imposer une forme de parité, puisqu'on aura à chaque fois un binôme homme-femme. Avec cette parité totale, les assemblées départementales auront autant d'hommes que de femmes. C'est une première. Actuellement, seulement 14% des conseillers généraux sont des femmes. Mais vous l'aurez remarqué sur ce plateau, concernant nos invités, nous avons respecté la parité. Christian Moulinard, bonjour. Vous êtes bonjour. Notre consultant pour ces élections. Pour planter le décor de ce débat, une première question, je l'évoquais en préambule. Faut-il s'attendre à un changement de majorité au sein du futur conseil départemental de Haute-Vienne ? C'est en effet un basculement qui est envisageable, si l'on en juge par les résultats des élections municipales, mais aussi des élections européennes et même des sénatoriales en 2014. La gauche part désunie, mais elle l'était déjà un peu en 2011. La droite part en revanche tout à fait unie, ce qui est tout de même une forme de nouveauté. Et puis il y a toujours, et plus que jamais, le Front national en embuscade. Et tout dépendra de la capacité des candidats à mobiliser les abstentionnistes et aussi à montrer à quel point le département peut être une collectivité territoriale utile, ce dont semble douter une bonne partie des électeurs. Vous l'évoquiez, à surveiller l'implantation du Front national tant en milieu urbain qu'en milieu rural. Oui, mais c'est effectivement la nouveauté, parce que le Front national est
pour la première fois, en situation de présenter des candidats dans la quasi-totalité des cantons, je crois en Haute-Vienne, oui, 20 cantons sur 21. Et sur le 21e... on en parlera dans quelques instants. Sur le 21e, le Front National donne une forme de satisfecit aux candidats de la droite. Alors, il sera intéressant de voir si le Front National poursuit, dans le fil des européennes, poursuit cette forme d'enracinement, aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain. Merci Christian Moulinard. Jean-Claude Leblois, vous êtes le vice-président actuel du Conseil général, vous êtes candidat socialiste sur le canton de Saint-Léonard-de-Noblat. Vous êtes aussi celui qui pourrait succéder à Marie-Françoise Peyrolle-Dumont en cas de victoire de votre camp. Justement, est-ce que vous craignez que le Conseil soit emporté par cette vague qui noirait le Parti socialiste ? À mon avis, je suis persuadé du contraire. Je suis persuadé que le département de la Haute-Vienne restera à gauche le soir du 29 mars. Aujourd'hui, effectivement, on a des tendances. On voit sur certains journaux que la tendance, elle est plutôt vers un basculement. Sur d'autres journaux, on voit que le basculement ne se fait pas. Donc moi, je suis un peu comme saint Thomas, Madame Jardel. Je crois que ce que je vois ou ce que je vérifie, et la vérification se fera le 29 mars au soir. Et je ne vois pas quelles sont les raisons pour que le département de la Haute-Vienne passe à droite. Malgré la division, je le disais, malgré la division à gauche malgré la division à gauche, malgré le fait qu'on ne soit pas partis ensemble avec nos partenaires de gauche, je le regrette. Mon espoir, c'est qu'on puisse se retrouver entre les deux tours et après pour gérer ensemble le département de la Haute-Vienne. Pierre Allard, vous êtes candidat ADS sur le canton de Saint-Junien, une ville dont vous êtes le maire. Comment ça se fait que vous n'ayez pas finalement trouvé un accord avec le Parti socialiste, votre partenaire ? Écoutez, moi je suis toujours un peu amusé quand j'entends qu'on part dispersé parce que M. Moulinard est là, il pourrait en attester. Je crois que ça fait 30 ans qu'on part dispersé dans ce département. Donc il faut arrêter de dire que ce coup-ci on part en ordre dispersé, parce que ça fait plus de 30 ans qu'on part de la même manière au premier tour, alors soit disons pour se compter, soit parce qu'on a des différences politiques et sur la politique nationale, mais on n'est jamais parti ensemble au premier tour, donc il n'y a pas de révolution, il n'y a pas de changement. Mais là, cette année, il n'y a pas plus de risques ? Écoutez, le risque, il s'appréciera au soir du premier tour. Je crois que non. Pourquoi y aurait-il plus de risques aujourd'hui à défendre ses idées, à défendre les idées que l'on veut porter parce qu'il y a un problème national qui est effectivement la reconnaissance aujourd'hui du département, de la collectivité en elle-même. Je crois que c'est ça qui est important. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à défendre dans nos cantons, dans nos territoires, pour montrer que le département, c'est une collectivité de proximité. Ça, c'est effectivement notre travail. Ce n'est pas forcément un risque. Alors peut-être aussi un risque quand même avec la gauche du PS, parce que ce n'est pas très simple de s'y retrouver. Il y a une scission avec l'ADS, sous la bannière l'alternative qui présente des binômes. On retrouve du PC, des écologistes, le Front de gauche, le Parti de gauche. Vous avez du PC aussi avec l'ADS. Il y en a aussi à l'ADS, donc vous voyez, c'est quand même pas très, très facile à comprendre. De quoi perturber quand même les électeurs. Écoutez à ce sujet Danielle Soury, elle représente en Haute-Vienne le Front de gauche. Elle explique pour quelles raisons elle n'est pas d'accord avec vous, monsieur Allard. Ah ben nous, on a proposé un accord à l'ADS, on les a rencontrés, on a rencontré toutes les forces de gauche qui sont contre l'austérité, on leur a proposé un accord. L'ADS ne s'est pas trouvé assez de divergence avec le PS viennois pour nous rejoindre. Bon, on le regrette, nous, mais ce n'est pas de notre fait. Je pense que le problème n'est pas de savoir si le PS va garder ou pas garder le Conseil général. La question, c'est pour quelle politique on est élu, qu'est-ce qu'on veut mettre en œuvre comme politique. Pierre Allard, qu'est-ce que vous répondez à Mme Soury ? Écoutez, moi je réponds à Danielle Soury que moi je ne suis pas à chercher qui est responsable de qui ou de quoi, ça ne m'intéresse pas d'ailleurs. Moi ce qui m'intéresse c'est de voir la politique qui a été menée sur ce département. Ça c'est la première des choses. Effectivement, c'est une divergence que nous avons avec... pas forcément avec le Front de gauche, puisque je rappelle qu'on part aussi avec le Parti communiste, donc il faut relativiser les choses. Je dis que sur ce département, il y a un certain nombre d'actions qui ont été menées par le département qui sont intéressantes, que nous avons votées, et donc que nous entendons bien poursuivre s'il y a une majorité de gauche. Après, il y a aussi, et pour être très clair, si vous avez bien regardé, il y a un pacte de non-agression sur ce département, c'est-à-dire que
l'alternative ne s'oppose pas au PCADS et le PCADS ne s'oppose pas à l'alternative. Donc on ne se fait pas concurrence sur les cantons, je termine parce que c'est important, on ne se fait pas concurrence sur les cantons, et je crois, sauf un, que je regrette d'ailleurs où il y a mon ami Thierry Lafarge, conseiller général sortant, mais on ne se fait pas concurrence et je crois qu'on pourra arriver à avoir à terme des convergences. Il faut simplement prendre son temps, y aller calmement et y aller de manière très honnête. Yvonne Jardel, vous êtes candidate d'hiver droite sur le canton de Château-Ponsac, conseillère générale au sein du groupe UMP Centre. Ça doit vous faire quand même plaisir, cette petite bisbille à gauche. Elle favorise votre camp? Écoutez, je ne sais pas du tout. Moi, je pars donc d'hiver droite, effectivement, avec une idée bien claire dans ma tête. Moi, je souhaite que la politique pratiquée dans le département depuis plus de 30 ans change effectivement. Il y a eu des bonnes choses de fait, effectivement, mais ça a été une politique, je dirais, d'arrosage, plomb-plomb, et dans les territoires ruraux, rien n'a été fait. Les routes, il y a un raté monumental sur les routes. Pour parler de mon secteur, la 147 et la 145, c'est un scandale que ça n'a pas été fait depuis 30 ans, pas mis en 4 voies. Or, tant que le département n'aura pas la vraie volonté de mettre de l'argent... Pas une compétence départementale. Non, je sais bien, Jean-Claude. Je le sais bien. Jean-Claude, non, je ne confonds rien du tout. Simplement, ce n'est pas une compétence départementale. Non. Mais si le département affiche la volonté de mettre de l'argent sur les routes, il mettra l'argent. On va bien financer la ligne grande vitesse. Ce n'est pas une compétence départementale non plus. Mais nous l'affichons sur la 147. Nous l'affichons. Attends, je parle. Oui, à chaque élection, vous l'affichez sur la 147. Oui. Je peux te dire que les gens dans le nord de la Haute-Vienne, ils n'y croient plus. Et ils disent, ça fait 32 ans qu'on nous mène en bateau avec ces routes. Eh bien, le département, ça sert à quoi? Ça peut être une collectivité fort intéressante, effectivement, si elle développe des infrastructures pour l'aménagement du territoire. Et là, l'aménagement du territoire en pays rural, rien. Monsieur Leblois, j'ai lu votre programme sur la RN 147, vous le dites très clairement, il y aura une mise à 2 fois 2 voies entre Limoges et Poitiers. Ça va être fait? Voilà, donc notre engagement, vous l'avez vu sur notre plateforme départementale, c'est effectivement un engagement fort sur la RN 147. Notre volonté, c'est de démarrer les travaux sur une 2 fois 2 voies. Nous avons déjà rencontré le président de la région pour cette voie. Nous ne sommes pas pour des améliorations par-ci, par-là. Nous souhaitons effectivement qu'il y ait une 2 fois 2 voies qui relie Poitiers, Bellac à Poitiers. C'est un engagement que je prends. Aujourd'hui, le contrat de plan État-région est en passe d'être validé. Sur ce contrat-là, il y a la mise en place d'une 2 fois 2 voies. Donc si c'est cela, le conseil général, le conseil départemental, maintenant futur, accompagnera ce projet. Même si on ne le fait pas rapidement, nous serons partenaires de cet aménagement-là. On reparlera tout à l'heure de vos programmes. Madame Jardel, je reviens juste avec vous. On le disait tout à l'heure, le Front National présente des candidats sur 20 cantons. Il y a un canton où il n'y a pas de candidat Front National, c'est sur votre canton. Le Front National qui même vous soutient dans cette élection. Alors, vous êtes journaliste, Monsieur Pipereau. Est-ce que vous avez eu entre les mains un papier affichant le soutien du Front National signé de mon binôme Gérard Rumeau, comme on l'a vu dans la presse? Moi, je n'ai jamais vu ce papier. J'ai appris ce soutien en assemblée départementale. Je trouve ça extraordinaire. Maintenant, et vous le savez, il y a un cas particulier dans notre secteur, effectivement. Il se trouve que Vincent Gérard, qui est secrétaire général du Front National à Limoges, qui était le binôme avec Mme Marty, qui est binôme, je crois, avec vous, est un ami de Gérard Rumeau, qui est binôme avec moi. Ils ont travaillé ensemble à Château-Ponsac. Il est originaire de Château-Ponsac. Et Gérard Rumeau lui a dit, écoute Vincent, tu serais gentil de ne pas me mettre de binôme Front National en face de moi. Bon, la politique, ce n'est pas aussi une histoire d'amis. Oui, mais ça peut être une histoire d'amis. Bref, toujours est-il... Effectivement, mais ce n'est pas un choix anodin non plus. Ce n'est peut-être pas un choix anodin, parce qu'ils savent, je pense, que Gérard Rumeau fera... Ce n'est absolument pas dangereux. Je peux t'assurer, et tu le sais, Jean-Claude, et tu le sais, Pierre, que nous ne sommes ni... Rien dit. Oui, je n'ai rien dit. Tu n'as rien dit. Que nous ne sommes... Je dirais je vais te dire, je ne suis pas... Je respecte parfaitement le Front National. Il y a quasiment 30% de gens en France qui sont adhérents ou derrière le Front National. C'est très bien de le dire. Ce sont donc des gens parfaitement respectables, comme les gens de tous les partis. Maintenant, moi, je n'adhère pas et je ne peux accepter effectivement un soutien du Front National pour une raison que je vais vous dire, madame, c'est que moi, il y a une chose sur laquelle j'achoppe particulièrement, c'est sur la sortie de l'Europe. Je n'oublie pas que là, quasiment nous tous, nous sommes la première génération qui n'a pas connu la guerre. Pourquoi on n'a pas connu la guerre? Parce que Robert Schuman, en 1950, a posé l'acte de conditionnement de la guerre.
Voilà, et que sortir de la guerre, pour moi, de l'Europe, c'est un non-sens et c'est grave. Madame Marty, vous êtes candidate donc Front National sur le canton Limoges 4, hein, le canton du quartier de la Batide. Vous êtes aussi conseillère municipale à Limoges. Donc le Front National présente des candidats en Haute-Vienne sur 20 cantons. Finalement, c'est pour vous déjà un premier succès, mais vous n'avez pas eu quand même de difficultés à trouver des candidats? Alors, pour être honnête, pour les femmes, ça a été un petit peu plus compliqué, hein, comme pour toutes les élections d'ailleurs. C'est toujours un petit peu plus difficile d'engager les femmes. Mais globalement, on a eu beaucoup de candidats volontaires qui sont venus spontanément se présenter, qui ont vraiment envie de s'engager. Donc non, ça c'est... Ils n'habitent pas tous sur les cantons sur lesquels ils se présentent. Pas forcément, non, mais pas bien loin. On ne connaît pas. Bah, bien sûr, mais sur tous les binômes de tous les partis, il y en a beaucoup qu'on ne connaît pas. Hein, donc ça, c'est pas... Et c'est normal qu'on ne les connaisse pas, étant donné que c'est une formation qui est, je dirais, assez nouvelle. Bah oui. Alors, vous avez eu du mal à trouver des candidats, mais est-ce que vous Non, on n'a pas eu spécialement de mal à trouver des candidats, non. On a eu plus de difficultés pour les femmes, voilà, c'est tout. Est-ce que vous n'avez pas non plus du mal parfois à contrôler leurs propos, hein, si on se réfère aux propos tenus par un des militants, un des candidats sur Limoges, Jérémy Eckart, oui. Qui est responsable des jeunes du Front National en 87. Il fait l'objet, j'explique à nos téléspectateurs, il fait l'objet d'une plainte pour incitation à la haine raciale. Ça s'est passé cette semaine. Quelle est votre réaction? Bon, déjà, c'est difficile de contrôler des écrits d'il y a 4 ans, hein, parce qu'il faut savoir que tous nos écrits au niveau des réseaux sociaux sont scrutés. Scrutés à la loupe, ce qui ne se fait pas pour les autres partis, bien évidemment. Et à partir de là, effectivement, on peut retrouver des choses qui ne sont pas forcément... qu'on peut ne pas approuver, tout à fait. Mais je trouve quand même que c'est un petit peu une grosse ficelle à 15 jours des élections. Il doit quand même rester candidat. De toute façon... si au niveau du siège de Nanterre, il est estimé qu'il y a un problème, il y aura des sanctions. Mais il passera en commission. C'est comme ça que ça se passe. Vous savez, de toute façon, pour être candidat, nous, on a pris la peine de demander à tous nos candidats un extrait de casier judiciaire. Systématiquement. Tous sont passés en commission d'investiture. Donc, s'il y a eu des dérapages, il faut voir de quoi il en retourne. Il faut que les personnes incriminées puissent plaider leur cause. Et après, on verra. Messieurs Lebloy-Allard, la montée du Front National dans le département, notamment en zone rurale, ça vous inquiète? C'est un échec, selon vous, de votre politique? Je crois que c'est pas forcément un échec de notre politique, c'est un échec d'une politique nationale qui va peut-être pas assez loin à un moment donné dans les explications. Et puis c'est aussi, et on en parlait, et je crois que ça vaut aussi pour les taux d'abstention aux élections, on est sur des générations aujourd'hui qui sont très demandeurs de la télé, des réseaux sociaux et tout. Et je crois que ce sont des réseaux qui sont particulièrement dangereux et qui font monter à certains moments la crainte d'incidents, y compris dans nos milieux ruraux, que l'on ne voit pas souvent arriver. Alors quand je dis ça, attention, je ne sous-estime pas qu'il y a plus de délits qu'il y avait par le passé. Mais, écoutez, moi, quand je vois sur mon secteur la montée du Front National dans des petites communes où on dit, oui, mais, et c'est la phrase habituelle, oui, mais vous vous rendez compte, monsieur, avec tout ce qu'on voit. Mais moi, dans le milieu rural, je voudrais bien qu'on me dise ce qu'on voit. Et je ne sous-estime pas, quand je dis cela, ce qu'on peut voir en milieu urbain, attention. Mais je crois qu'il faut arriver à faire la part des choses. La montée du Front National, alors en tant que tel, à partir du moment où ce parti est considéré comme un parti politique en tant que tel, je veux dire qu'il faut le prendre. Moi, ce qui m'inquiète plus, c'est qu'aujourd'hui, on est ici pour parler du département. Ce qui m'inquiète plus, c'est que je vous entends, madame, dire on a des candidats, on n'a pas eu de mal à trouver des candidats, soit, ok, mais... Quand même, moi j'ai écouté une émission de France 3 hier soir où on montrait des personnes qui étaient tellement âgées qu'elles ne pouvaient pas parler ou qu'on n'arrivait pas à joindre au téléphone. Alors je ne sais pas où est la vérité. C'est pas moi qui l'ai dit puisque c'était dans notre journal. Voilà, hier soir. Je ne sais pas où est la vérité, mais je voudrais quand même dire que ça m'inquiète parce qu'on est sur une collectivité, je l'ai dit, de proximité. Et si, pour faire une politique de proximité, on a des élus qui ne sont pas de proximité, ça me pose souci. Madame Marty, vous voulez répondre à M. Allard ?
Oui, je veux vous dire que si effectivement les médias n'ont pas forcément de facilité pour rencontrer nos candidats, c'est qu'ils ont la chance d'avoir encore un travail. Et que vu l'ambiance... Mais les nôtres aussi, madame, mais on arrive à les rencontrer quand même. Oui, mais un travail, par exemple, en usine... Tout le monde n'est pas au chômage. En usine, parce que je vous signale quand même que... Mais il y en a qui sont en usine, madame, et qui font les 3-8 aussi chez nous. Écoutez, vous allez me dire, parce qu'au Parti Socialiste, sur la centaine de gens qui se présentent, il n'y a pas d'ouvriers. Moi, je ne suis pas au Parti Socialiste. Je peux vous présenter Thierry Lafarge, si vous voulez, à Émoutier, qui est un ouvrier qui fait les 3-8. Au niveau du Parti communiste, il y a 0,5% des candidats qui sont ouvriers, alors qu'au Front National, il y a 4% des candidats qui sont ouvriers. Je vous parle des candidats ici et je vous invite à venir faire un petit... Non, mais moi je vous parle du plan national. Oui, Monsieur Leblois. Oui, je voudrais répondre à ces propos là, de la candidate du Front National. Au Parti Socialiste, je ne connais pas la proportion. En tous les cas, les candidats qu'ils soient enseignants ou d'autres professions, ils sont tout à fait méritants. Et je pense que quelles que soient les personnes de notre département, on a besoin à un moment donné d'être enseigné, d'être éduqué. Donc je ne pense pas qu'il faille reprocher à une certaine catégorie de la population de se présenter, bien au contraire. Et ce que je voudrais aussi dire par rapport à vous et par rapport à Madame Jardel sur Château-Ponsac, parce que c'est quand même un cas particulier. Et moi, Mais tu devrais te réjouir, puisque tu n'aimes pas le Front National et qu'il n'y ait pas de candidat Front National à Château-Ponsac. Il n'y a que 3 cantons dans ce cas en France. Et il n'y a que 3 cantons dans ce cas en France, mais il y en a un à Haute-Vienne. Tu te rends compte, tu ne risques rien à Château-Ponsac. Cela veut dire que l'UMP soutient Mme Jardel, que le Front National soutient votre binôme. Écoute, si le Front de gauche veut me soutenir, il n'y a pas de problème non plus. Mais ça, il faut le dire. Je pense qu'il faut ensuite l'assumer. C'est ton droit, c'est ta possibilité, c'est le Front de gauche. C'est ton droit. Et aujourd'hui, quand on entend le responsable de ton parti politique qui dit au soir d'un premier tour, ni pour l'un, ni pour l'autre, c'est-à-dire ni pour le Parti Socialiste, ni pour le Front National. Il l'a dit à plusieurs reprises. Ah ben moi, sur le cas de Château-Ponsac, c'est pas le nini, c'est le oui-oui. C'est dire oui pour l'UMP avec le Front National. Mais pas du tout. Alors laissez Madame Jardel répondre. Mais pas du tout. Alors d'abord, Monsieur Pipero, moi j'aimerais qu'on parle d'autre chose que du Front National, parce qu'à mon avis, il y a des débats plus intéressants. Ceci dit, le Front National peut se réjouir, parce que dans ces départementales, au niveau national comme ailleurs, on ne parle que de ça. Moi je crois que la montée évidente du Front National, c'est quoi? Ce sont que les gens, ils en ont marre de ce genre de discussion qu'on a là. Ce qu'ils voudraient des politiques, c'est du bon sens, c'est faire vraiment des choses pour les territoires et pour l'aménagement du pays. Et tout ce qui se passe depuis des années, au niveau national comme au niveau local, ce sont des petites bagarres intestines de personnalités. Et ça, c'est navrant, et c'est ça dont les gens ont ras-le-bol. Mais c'est peut-être aussi ce qui pousse les gens à s'abstenir. Donc le but aussi, c'est d'essayer d'amener les gens à la politique. Non, mais de s'abstenir ou de dire, eh bien, on va essayer autre chose. C'est vrai qu'on ne sait pas ce qu'elle est marché, c'est exactement le discours qu'on a. Alors, avant de Moi, je veux remettre du bon sens là-dedans. Voilà, je ne suis ni extrémiste, ni... Moi non plus, madame. Je ne suis pas extrémiste, je le sais bien. Du bon sens, avec un petit peu de travail et d'activité pour les personnes. Du bon sens avec beaucoup de travail. Avec beaucoup de travail. C'est ce qui ramènerait aussi les personnes vers les lieux de... Nous allons en parler dans quelques instants. Avant de poursuivre ce débat, celui ou celle qui présidera le Conseil après cette élection se retrouvera dans un fauteuil occupé depuis 2004 par Marie-Françoise Pérol-Dumont. Seules 5 femmes jusqu'à présent présidaient en France un département. Sur 101, cela ne faisait pas beaucoup. Marie-Françoise Pérol-Dumont ne se représente pas pour se consacrer à son mandat de sénatrice. Alors comment vit-elle ce changement? Quel bilan tire-t-elle de ces mandats? Quel est son regard de femme sur la politique? Gwenaëlle Berriot et Christian Cholot l'ont rencontré en début de semaine. Le 23 février dernier, Marie-Françoise Pérol-Dumont présidait sa dernière séance plénière au Conseil général. Elle tire sa révérence après 24 ans dans l'hémicycle, dont 11 à la présidence. 11 années pendant lesquelles elle a imprimé son style. Chacun a sa personnalité, donc que l'on soit femme ou homme, ce n'est pas le sujet. Moi, je suis quelqu'un de direct. Je n'aime pas perdre le temps en palabres. Et j'ai le sens de la prise de responsabilité. Donc j'ai sans doute, à certains moments, déplu à certaines personnes, tranché, mais je crois que quand on est en responsabilité, on tranche. Oui, là j'ai une lettre à la ministre à reprendre, parce que ma haute considération, je veux bien, mais ma très haute considération, ça commence à faire beaucoup. Qu'est-ce qu'on va dire pour le président de la République? Donc, là, une femme de poigne, un sens aiguisé de la politique. Ses collègues, adversaires comme alliés, le reconnaissent. Marie-Françoise Pérol-Dumont sait faire passer ses idées. Oui, non, c'est vrai qu'elle a de l'autorité. Alors elle dit, mais
elle dit les hommes c'est de l'autorité, les femmes c'est de l'autoritarisme. Bon, c'est vrai qu'on dit ça, mais elle a de l'autorité, c'est une qualité, hein, c'est une qualité. Alors il n'en faut pas trop. Une autorité ferme, une autorité forte même, je dirais, tout en étant sympathique. Le petit grain négatif, c'est qu'elle n'aimait pas trop être en contradiction, donc là, il pouvait lui arriver de s'agacer, mais sinon, très forte, très droite dans ses bottes, comme on disait pour Juppé. Ancienne professeure d'anglais au collège, mère de 2 garçons, Marie-Françoise Peyrolle-Dumont a toujours cloisonné sa vie politique et sa vie privée, acceptant de se faire filmer avec une amie, mais jamais avec son mari et ses enfants. C'est ce qui structure ma vie, ce sont mes fils. La politique, c'est passionnant, mais ce qui est essentiel avant tout, c'est sa vie privée, c'est sa vie de famille. Il ne faut jamais mélanger les deux. Fervente défenseur de la parité, elle se félicite que l'hémicycle départemental compte bientôt 50% de femmes. Mais quand on lui demande si elle regrette qu'une femme ne soit pas pressentie pour lui succéder, voici sa réponse. Pas du tout. J'ai pas été présidente, j'ai pas été à la tête de ce département parce que j'étais une femme. J'ai été désignée à la tête de ce département parce que mes collègues, mes camarades avaient jugé que j'étais la mieux en situation de gérer cette collectivité à un moment donné. Si j'avais considéré qu'une femme était la mieux placée, oui, je l'aurais soutenue. C'est pas l'analyse que j'ai faite. Désormais, Marie-Françoise Peyrolle-Dumont compte se consacrer à son poste de sénatrice et encore un peu plus à sa vie de famille. Alors, on l'a entendu, si une femme avait été la mieux placée pour me succéder, d'accord, mais ce n'est pas l'analyse que j'en ai faite. Jean-Claude Leblois, elle est dure avec les autres femmes du PS. Il n'y avait personne à sa hauteur ? Je ne sais pas si c'est les propos de Marie-Françoise Peyrolle-Dumont. On les traduit comme ça. Aujourd'hui, le Parti socialiste m'a fait confiance pour être chef de file pour conduire la campagne des départementales. Si vous êtes effectivement élu, il n'y a que vous comme candidat pour prendre la présidence du Conseil général. Ensuite, ce sont les militants voilà, qui décideront. Je souhaite également obtenir la confiance ensuite pour être candidat à la présidence. Si je me suis présenté pour être chef de file, pensez-vous que ce soit pour m'arrêter juste au soir du 2e tour, si je suis élu, bien entendu, parce que je veux quand même respecter les électeurs avant tout. Bien entendu, c'est un engagement que je prends, être candidat à cette fonction qui est une fonction de haute responsabilité. Et je voudrais dire, parce que vous me donnez la parole sur ce sujet, si je suis un jour président, je le serai à temps plein. Donc pas de cumul des mandats. Exactement. Pierre Allard, quel souvenir va vous laisser Marie-Françoise Peyrolle-Dumont? Les débats ont été parfois houleux. Oui, mais je crois que je pourrais reprendre un peu ce que disait Raymond Archer. C'est une personne qui, effectivement, est droite dans ses bottes, qui va jusqu'au bout de ses idées. C'est quand même la personne avec qui on a fait aussi la rupture de l'union de la gauche au sein de ce Conseil général en 2011. Ce que je regrette, et je l'ai dit lors de la dernière séance du Conseil général, c'est plus de 30 ans de gestion commune qui sont passés à la trappe simplement parce que à ce moment-là, on voulait nous imposer de voter un certain nombre de choses sans discuter, ce qui n'était pas, à mon sens, le droit fil de la démocratie. Et donc, je retiens aussi cela, et ça fait partie des regrets que j'aurai sur cette mandature. Et que pense le front de gauche du départ de Marie-Françoise Peyrolle-Dumont? Écoutez à nouveau Danielle Soury, nous lui avons demandé si elle la regrettait. Voici sa réponse. Absolument pas. Nous considérons qu'elle avait une démarche très autoritaire, notamment en matière de conduite des affaires du département. Et nous pensons qu'il faut au contraire aller vers beaucoup plus de démocratie, d'associer les citoyens, de reconnaître les droits de l'opposition. Et donc, de ce point de vue-là, non. Madame Jardel, vous étiez dans l'opposition. Vous n'avez pas la regretter, Madame Peyrolle-Dumont? Écoutez, non, je ne vais pas la regretter. Mais je dois quand même dire, effectivement, que Madame Peyrolle-Dumont est une femme pour laquelle je suis extrêmement admirative. Elle a mené son conseil général avec une main de maître, une main de fer.
effectivement, elle était droite dans ses bottes, comme dit Raymond Archer, peu enclinte à entendre des idées qui n'étaient pas les siennes, mais je dois dire qu'elle a mené son conseil général avec beaucoup d'admiration, avec beaucoup de brio, et qu'elle a fait une carrière politique remarquable. Maintenant, la politique qu'elle laisse derrière elle, moi, je suis un petit peu plus dubitative. Madame Marty, d'autant plus, juste une seconde, il y a eu donc alliance avec les ADS pendant des années, mais en fait... les ADS, vous étiez pieds et poings liés. Et ça, c'est pas la démocratie. Ligoté, c'est ce que dit Madame Marty, vous n'étiez pas élue au Conseil général, mais que pensez-vous du bilan de Marie-Françoise Perol-Dumont? Donc, que pensez-vous de son bilan? Le bilan, c'est un bilan de gauche. Donc, effectivement, moi, je ne peux pas être pleinement satisfaite du bilan de... Qu'est-ce qui n'a pas été, selon vous? Eh bien, écoutez, je pense qu'au niveau peut-être des dépenses sociales, il y aurait certainement eu peut-être plus de contrôle à faire, choses comme ça, parce que les dépenses sociales explosent et donc il faut peut-être un petit peu avoir un œil plus vigilant à ce niveau-là. Alors, si vous nous rejoignez pour cette Voix libre spéciale élection départementale, sachez que nous débattons avec nos invités des enjeux de ce scrutin pour la Haute-Vienne. Nous allons évoquer maintenant les programmes, mais il faut bien l'avouer, depuis le début de la campagne, depuis que nous avons lancé ces débats, nous avons du mal parfois à comprendre les différences entre les différents partis. Christian Moulinard, justement, le fait que ce soit flou dans les programmes, cela ne donne-t-il pas le sentiment que cette élection va avoir surtout un retentissement national et que les programmes passent après? Je serais tenté de dire que c'est une remarque qu'on peut faire habituellement aussi. Une élection de cette importance qui, pour la première fois, se déroule dans tous les départements pour renouveler tous les conseillers généraux avant, départementaux maintenant, ça a forcément la valeur d'un grand sondage politique national. D'autant que la situation politique nationale et internationale invite à comparer, si j'ose dire, le niveau local et le niveau national. Alors certes, cela fait perdre de vue un petit peu les véritables enjeux, le véritable rôle de cette Assemblée, mais je crois que c'est tout à fait inévitable. De surcroît, je fais observer que cette nationalisation, entre guillemets, elle est aussi le fait des responsables politiques, le président de la République, le Premier ministre, qui invite les électeurs, peut-être pour rappeler à leur devoir les électeurs socialistes, mais qui invite les électeurs à lutter contre le Front National. Mais tout ça, ça contribue à donner à ce scrutin une valeur nationale. Mais je crois qu'il ne faudrait pas pour autant oublier véritablement les enjeux locaux. Parce que si l'on continue comme ça, il n'y aura plus que deux élections en France, l'élection présidentielle et les élections municipales. Alors, à partir du moment où l'on a décidé de maintenir le département, comme on a décidé de maintenir les régions en les accroissant considérablement, eh bien, je me dis qu'il y a peut-être quelques méfiances à avoir, parce que c'est peut-être bien la décentralisation qui est d'une certaine manière mise en péril. Madame Marty, on va parler programme. Le programme du Front National, alors je l'ai lu, les propositions sont simples, à la limite tout le monde est d'accord. Concrètement, par exemple, vous faites comment pour revaloriser l'allocation personnelle autonomie, l'APA, quand on sait que les finances des départements sont délicates? Alors pour revaloriser l'APA, il faut prendre l'argent ailleurs, c'est-à-dire qu'il faut mettre en place un système qui permette de mieux contrôler les autres aides du social. Par exemple, le RSA, faut faire attention. Il y a 11 700 bénéficiaires du RSA en Haute-Vienne. Oui, justement, il y a peut-être des dérives à ce niveau-là. Donc je pense qu'il faudrait contrôler un petit peu plus l'octroi de cette aide-là. C'est-à-dire faire des choix en fonction de quels critères? Non, ce n'est pas une question de choix, c'est une question de vérification, de contrôle par rapport aux déclarations de revenus, par rapport aux domiciliations, par rapport à plein de choses. Il y aurait certainement des vérifications à faire de ce côté-là qui permettraient un petit peu de placer l'argent. Ça veut dire qu'il y a des abus, des fraudes? Vous avez des preuves On n'a pas de preuves spécifiques, mais on sait que ça existe, effectivement, ça c'est sûr. Monsieur Leblois? Oui, mais là, je ne peux que réagir. Le RSA n'est pas attribué sur des critères départementaux. Ce sont des critères nationaux qui permettent d'attribuer le montant donné aux bénéficiaires. Donc ça, le conseil départemental et les services n'ont pas la main sur le montant d'attribution. D'accord ? Ensuite, vous l'avez dit, on peut le diminuer.
Ce n'est pas une compétence départementale. Je ne dis pas diminuer, je diminue le nombre de bénéficiaires. Oui, donc ce n'est pas une compétence départementale. Deuxièmement, l'APA. Effectivement, le plan d'aide pour l'APA est bien de la compétence départementale. Et à ce niveau-là, si vous prenez les chiffres, nous sommes supérieurs dans l'attribution aux autres départements de l'ordre de 15%, au-dessus de la moyenne sur l'attribution de l'APA. Donc, effectivement, nous faisons du social. Et le social représente une partie importante de notre budget. Il me semble 60%, c'est plus, c'est près de 60%, 65%. C'est même 70%. Voilà, c'est plutôt près des 75% si on prend les dispositifs sans les frais de personnel. Donc, cela veut dire que c'est notre cœur de métier. Alors, dire ensuite qu'on peut faire plus d'un côté et moins de l'autre, effectivement, mais je pense que les bénéficiaires de ces dispositifs sur le département de la Haute-Vienne sont largement, ils sont largement dotés par rapport aux autres. Et quand j'entendais Mme Jardel tout à l'heure dire on ne fait rien sur le nord du département. Nous faisons les mêmes aides pour tout le monde sur le nord du département. Non, mais j'ai pas dit que je faisais rien de ce côté-là. Est-ce que, par exemple, le RSA, on vérifie qu'il y a bien le volet activité qui va avec, qui est bien... Mais madame, oui, puis de toute façon, il y a plusieurs sortes de RSA. Donc, mais je crois que... Écoutez, oui, je sais qu'il y a le problème du RSA, c'est diminuer. Le problème quand même du RSA, c'est d'arriver à trouver du travail pour les personnes qui n'ont plus droit au RSA. Parce que le RSA, d'abord, il est contrôlé par les caisses d'allocation familiale. Mais c'est trouver du travail, donc il y a moins de bénéficiaires. On peut rendre hommage au travail qui est fait par les personnes qui sont dans ces caisses, mais qui ont une législation qui est tellement compliquée. Peut-être qu'il faudrait déjà commencer par simplifier la législation et ensuite trouver du travail pour les personnes plutôt que d'aller sur des effets de vases communicants dont je ne sais même pas comment vous pouvez arriver à faire parce que ce ne sont pas les mêmes types de budgets et ça n'est pas alloué même par les mêmes structures. Donc c'est pas départemental pour les aides sociales. Non, madame, non. C'est pas parce que vous allez aller supprimer des aides au RSA qui seront de toute façon minimes à un moment donné que vous allez modifier la page. Je crois par contre qu'il y a effectivement une vraie politique départementale à développer en matière d'emploi. On a commencé à le faire vis-à-vis des marchés publics. Je crois qu'il faut essayer de l'amplifier en aidant les communes. J'ai presque fini. En aidant les communes et en les aidant justement par rapport aux subventions qu'on leur apporte pour l'investissement. Aujourd'hui, quand elles sont en difficulté, je crois que c'est là qu'on peut arriver à créer de l'emploi sur ce département aussi. Moi, je crois surtout Allez-y, Madame Jardel, monsieur, parce qu'à la fin, vous n'aurez plus de temps pour parler. Je crois surtout qu'on peut arriver à créer de l'emploi sur le département en développant des infrastructures sur le développement, les routes et le très haut débit. Dans les zones rurales, il faut que massivement, pour moi c'est impératif, le département, et ça peut être la collectivité qui prend le relais, déploie le très haut débit, mais massivement et pas comme c'est prévu aux orientations budgétaires 2015, sur le département et particulièrement dans les zones rurales. Les zones rurales n'ont pas d'infrastructure, il n'y a pas de travail pour les jeunes. Le très haut débit, mais j'entends le très haut débit, la fibre, peut être un moyen de faire revenir des gens et à des jeunes de rester. Il faut vivre avec son siècle, avec le siècle qui arrive. Il y a des tas de gens qui viendraient bien de la ville s'installer dans nos zones très rurales. Ils arrivent, ils disent est-ce qu'il y a le très haut débit? Non, ils repartent. C'est vital pour les campagnes. Ce jeudi, il y a eu un comité interministériel. Pas forcément du télétravail. Ce jeudi, il y a eu un comité interministériel mené par Manuel Valls qui, alors comme par hasard, fait beaucoup de propositions pour les départements. Il veut créer des pôles multiservices, mettre fin aux déserts médicaux. C'est pas innocent qu'il fasse des annonces cette semaine. Formidable. C'est quand même curieux. Mais je ne les crois plus. Qui voulait faire disparaître le département il n'y a pas si longtemps. C'est quand même curieux que d'un seul coup, comme ça, ils sortent du chapeau des tas de mesures, alors que le département a été plus ou moins condamné au moment de sa politique, de son discours de politique générale. Il était condamné à l'échéance 2020 quand même, le département. Et d'un seul coup, il trouve des tas de mesures à mettre en place. C'est quand même curieux. Madame Jardel, non, mais les assises et les séminaires, etc., sur la ruralité, moi, depuis que je suis élue, j'en ai vécu un certain nombre qui n'ont rien apporté. C'est très bien de faire ça. Seulement, après, il faut une politique départementale qui prenne les choses en main et qui fasse les vrais choix de faire les routes et d'apporter le très haut débit dans les territoires ruraux. Les opérateurs privés ne viendront pas dans les territoires ruraux, c'est clair. Donc, il faut que la collectivité prenne le relais. Je vous donne un exemple. On compte à peu près en zone très rurale, c'est 1 000 € par foyer, à peu près, à la louche, pour apporter la fibre. 1 000 €, nous avons 8 000 boîtes aux lettres sur le canton de Châteaupensac. Ça fait donc 8 millions d'euros. 8 millions d'euros.
a été votée il y a 2 ans. Vous savez que j'ai voté contre et j'étais la seule avec quelqu'un de chez vous à voter contre la piscine de Saint-Pardoux. 16 millions d'euros d'investissement. On ne fait pas la piscine de Saint-Pardoux, on a déjà 2 cantons qui peuvent être équipés avec le très haut débit. Alors tu vas me répondre, ce ne sont pas les mêmes budgets, ce n'est pas les mêmes choses. Exactement. Mais je rêve Jean-Claude. On fait les choix que l'on veut. Monsieur Leblois, le très haut débit ou la piscine de Saint-Pardoux? Les deux, monsieur Pipron. Je pense que quand on est en responsabilité, il faut faire une politique d'aménagement. Et on ne peut pas négliger l'un ou l'autre. Si vous avez bien regardé notre plaquette, notre plateforme, on a des objectifs clairs, c'est-à-dire le désenclavement routier. On parle de la 147 et on parle d'autres projets routiers et également le désenclavement numérique. Et sur les 10 ans qui viennent, sur la mandature qui vient, on mettra sur la table 10 millions d'euros. Mais 10 millions d'euros, c'est pas assez sur 6 ans? 10 millions d'euros, et on espère bien qu'on ne sera pas les seuls, bien entendu, à financer cet aménagement-là. Donc 10 millions d'euros, ce n'est pas rien, mais c'est quand même un bon début pour pouvoir permettre aux Hauts-Viennois d'avoir un raccordement au haut débit. Je suis d'accord pour le très haut débit, mais commençons par le haut débit dans un premier temps, dans certains. Madame Marty, c'est l'enjeu des départementales, le sentiment que certains territoires sur les départements sont abandonnés? Ah oui, tout à fait, oui, au niveau... Et qu'est-ce que vous leur proposez? Nous, ce qu'on aimerait bien, c'est qu'au niveau politique départemental, par exemple, on aide les communes pour aider à installer des personnes du corps médical, par exemple, pour éviter ce... C'est ce que propose cette semaine Manuel Valls, de multiplier nous aussi, c'est dans notre programme. Alors le département, jusqu'à présent, en ce qui concerne le désert médical, la position de la présidente était très claire. J'ai eu plusieurs échauffourées avec elle. Les médecins, ce n'est pas le rôle du Conseil général, ce sont des libéraux, ce n'est pas à la collectivité territoriale de s'occuper d'eux. Donc là, on a un désaccord idéologique flagrant qui est navrant parce que les médecins autrefois s'installaient tout seuls, ils achetaient même leur clientèle. Le monde change, il faut s'en apercevoir et c'est une réalité aujourd'hui en France que les médecins ne viennent plus dans les zones rurales. Il faut que le département s'affiche comme désirant faire venir de jeunes médecins. Monsieur Allard, c'est l'enjeu de ces élections. On entend beaucoup les commentaires des électeurs. On a le sentiment d'être abandonné. Il n'y a plus de services publics, il n'y a plus la poste, on n'a plus de médecins. Je pense par exemple à Périac qui en ce moment recherche un médecin via les réseaux sociaux. C'est là où on attend le département. Je crois que oui, on attend le département, mais faut se rappeler. Je crois qu'il y a un sujet aussi qu'on oublie dans cette discussion. À un moment donné, c'est la partie financière. Moi, je suis effectivement favorable à ce qu'on aille aider pour avoir des maisons médicales, pour c'est pas ce qui est fait actuellement. Je suis favorable à ce qu'on aille aider. Oui, c'est bien, c'est un beau progrès. Laisse-moi finir, s'il te plaît. À ce qu'on aille sur ce thème-là, à ce que effectivement, on réduise les zones blanches aussi, parce qu'on a aussi des zones blanches, le numérique et tout. Mais c'est aussi ce qu'a proposé Manuel Valls cette semaine. Avec la téléphonie. Oui, mais sauf que c'est des maisons de services publics. Ça m'inquiète un petit peu plus, si vous voulez, parce que c'était dans la précédente loi aussi, je le rappelle, parce que c'est juste une reprise de la précédente loi où on voulait supprimer les départements. Donc c'est pas innocent s'il l'annonce cette semaine à 10 jours du premier tour. Je n'ai pas oublié non plus ce qui était auparavant. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, quand vous regardez le budget du Conseil général, déjà sur les 4 ans, on va perdre 20 millions d'euros avec les baisses de dotations. Des dotations de fonds. Je rappelle, et ça répond aussi à Mme Marty, que l'action sociale, l'État nous doit 240 millions d'euros sur l'action sociale. Non, nous les doit. Donc, non mais quand je dis nous les doit, le différentiel entre le moment où on a transféré, où l'action sociale a été transférée vers les départements et maintenant, c'est une dette de 240 millions. Quand je dis une dette, ça veut dire qu'avec cet argent-là, on pourrait faire des choses. Oui, effectivement. On aurait pu faire des choses. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement en faisant un programme avec énormément de propositions qu'on va arriver à financer. Je crois qu'il faut arriver à structurer nos programmes et c'est pour ça que, et je termine là-dessus, c'est pour ça que moi je crois qu'il y a des axes majeurs dans ce département. C'est effectivement le numérique, parce qu'il faut développer l'emploi. À un moment donné, on en a besoin. C'est aussi une action envers les personnes âgées, mais pas uniquement par rapport aux prestations, par rapport aux EHPAD, par rapport au plan gérontologique, pour les personnes handicapées aussi. Je termine. Et par rapport aux communes, parce que c'est là aussi
où on peut arriver à créer de l'emploi sur ce département, si on arrive à aller aider aussi les communes. Mais on les aide. Est-ce qu'on pourrait m'expliquer pourquoi l'État ne verse pas les 240 millions qu'il doit? Quel levier vous avez utilisé pour essayer de faire... Alors, ce sujet qui est très important. Très rapidement. Et je précise juste que M. Moulinard va nous quitter. Il va être remplacé par Enrique Vera-Campos de France Bleu qui va nous retrouver. Ce n'est pas d'hier. L'État ne compensait pas le versement des aides individuelles de solidarité. Transfert de charges à l'euro. Pas tous à la fois. Pas tous à la fois. Ça a commencé sous Nicolas Sarkozy. Oui, je me doute que ça remonte à plusieurs exercices. Exactement. Mais depuis 2013, c'est-à-dire 2 ans, à peine, juillet 2013, les accords de Matignon nous permettent d'avoir une compensation à hauteur de 20 millions annuels de ces aides individuelles. Donc 20 millions, ce n'est pour ramener ça à la fiscalité, c'est 30 points de fiscalité. Donc effectivement, il y a eu la dette qui s'est accumulée et que l'État ne nous a pas... C'était pas une dette, ce n'est pas une dette, c'est une participation. Non. C'est très technique, là. C'est très technique. Ce que je voudrais dire, c'est que... les 20 millions, c'est ce qu'on va perdre en baisse de rotation. Donc. Oui, mais depuis 2013, avec les accords de Matignon, nous avons une compensation qui n'est pas négligeable de 20 millions annuels. Alors vous parlez de baisse de dotation. Vous parlez de baisse de dotation. Est-ce que derrière tout ça, il n'y a pas des hausses d'impôts qui se profilent, les hausses d'impôts locaux, Madame Marty? En principe, si normalement les compétences... On est toujours dans le flou artistique au niveau des compétences départementales, rien n'est réglé, mais on sait quand même que beaucoup de compétences vont être maintenues, à l'exception des transports scolaires, si je ne me trompe pas. Pour l'instant, alors ça, ce serait pas mal. Hein. Pour l'instant, on en est là. Donc normalement, si déjà ces compétences vous échappent et partent à la région, en théorie, je crois que ça représente 45 millions d'euros par an. Ces 45 millions devraient pouvoir être déployés sur autre chose. Donc normalement, les impôts ne devraient pas trop avoir à augmenter. En tout cas, ce qui est sûr, une seconde, c'est que le département a des finances saines aujourd'hui. Il y a tellement eu de choses faites dans ce département qu'on a des finances saines. On a une capacité d'autofinancement qui est particulièrement satisfaisante. On n'a pas de dette. Donc les intérêts sont les plus bas. C'est le moment aujourd'hui pour le département d'investir massivement dans les infrastructures qui n'ont pas été faites depuis 40 ans. Et je ne suis pas sûre que les socialistes le fassent parce que pendant 40 ans, ils ne l'ont pas fait. Alors, donc il faut changer. Le temps passe vite. Je vous propose d'entendre toujours Danielle Soury, la candidate du Front de Gauche. J'entends les grandes lignes du programme de l'alternative. On l'écoute. Il y a d'abord reconstituer tous les budgets sociaux qui ont été amputés. Je pense notamment, par exemple, l'exemple le plus emblématique, c'est les contrats pour les jeunes majeurs. Donc ça, c'est la première priorité, l'action sociale. Pour nous, ça ne sera pas une variable d'ajustement. Deuxièmement, évidemment, nous abandonnons le projet de la LGV et nous rebasculons les financements, notamment sur le soutien aux services publics, en particulier dans les zones rurales. Troisièmement, nous voulons que la transition écologique soit mise au service de la création d'emplois non délocalisables et qu'elles permettent le bien vivre pour tous. Et enfin, nous voulons insuffler un nouvel élan démocratique. Nous pensons qu'il faut que les citoyens soient associés, soient consultés. Nous leur reconnaissons le droit d'interpeller le conseil départemental. Nous proposons de créer des référendums d'initiatives locales et nous mettrons en place les procédures pour y arriver. Christine Marty, on entend souvent le Front National parler aussi de référendums locaux. Vous êtes sur la même longueur d'onde? Je trouve que ce serait très bien. Le problème, c'est que, si vous voulez, vu l'investissement de nos concitoyens dans les élections, on peut toujours craindre qu'ils ne s'investissent pas là non plus. D'ailleurs, je suis très surprise parce que j'ai vu que le législateur l'a envisagé de mettre au suffrage universel direct l'élection à la tête des intercommunalités. C'est complètement paradoxal. On sait que déjà les gens se désintéressent beaucoup de la politique. Donc là, je ne comprends pas qu'on veuille encore donner un vote de plus aux gens. C'est très bien sur le principe, mais est-ce que vraiment ça sert à quelque chose, quoi? Alors, il nous reste tout juste 6 minutes d'émission. On approche de la fin. Enrique Vera-Campos de France Bleu Limousin, notre partenaire pour cette élection, nous a rejoint. Bonjour Enrique. Vous avez écouté attentivement nos invités. Qu'avez-vous remarqué de ce débat? Une remarque de forme d'abord. Vous tutoyez. Ah bon, on se connaît.
On ne va pas faire semblant devant la caméra. On ne va pas faire semblant, attendez, ça fait 15 ans qu'on se côtoie. Ça ne change rien à nos idées. Absolument. C'est pas un reproche. Non, mais c'est une constatation. C'est un constat, effectivement. Nous, on vous voit en dehors, on sait que, à force de vous fréquenter, le tutoiement vient. C'est quand même assez rare, reconnaissez-le, que le personnel politique le fasse publiquement dans un débat. Dans une assemblée aussi, quand vous-même vous prenez la parole dans l'assemblée. Oui, c'est ce que je vois, mais est-ce que c'est aussi une forme de modernité ? Dans l'assemblée, le vouvoiement existe. Exactement. Il est de rigueur. De rigueur. Il est peut-être même réglementaire. Dans l'assemblée des plénières. Enfin, on est aussi des élus de terrain, on n'est pas des élus de salon. Exactement, attendez, on n'est pas là pour faire du cinéma. C'est ça qui peut ramener les gens à l'élection. Du bon sens. Montrer ce visage-là. Oui, du bon sens, je vais vous dire, et de s'occuper des gens et de l'intérêt général. Oui. Et pas de faire, je suis conseiller général, mon Dieu. Ça les intéresse pas. C'est d'être sur son terrain et rencontrer les gens. Je suis d'accord là-dessus. Je crois que les gens apprécient quand on va à leur rencontre. Nous, on le voit sur les marchés, puisque c'est notre campagne, elle bat son plein. Les gens sont vraiment contents qu'on s'adresse à eux. Quand on passe devant eux sans leur donner de tract, ils sont très déçus. Ils nous disent, mais on a l'impression qu'on est transparent. Les gens ont vraiment envie qu'on discute. Le dialogue est nécessaire. Vous êtes plusieurs à avoir parlé de bon sens au cours de ce débat. Des deux côtés de la table, d'ailleurs, des deux côtés de l'échiquier. Madame Jardel, Monsieur Allard. Le bon sens, c'est la politique aujourd'hui ? Monsieur Blois. Le bon sens, mais ça a toujours été la politique. Moi, quand on me dit qu'il faut être sur le terrain, ça me paraît être une évidence. On ne peut pas avoir... Est-ce qu'il y a un bon sens de gauche et un bon sens de droite ? Il y a un bon sens humain. Je pense que c'est notre devoir en tant qu'élu de proximité, de communes, de communautés de communes ou de départements, d'être proche des gens. Mais ça va de soi. C'est l'attitude que l'on doit avoir. Et je pense effectivement que si on veut rapprocher les gens de l'élection, il faut connaître cette attitude-là, mais pas uniquement au moment des élections. Et comment est-ce qu'on peut juger, quand on est électeur, du bon sens de quelqu'un ? Madame Marty ? Comment est-ce qu'on peut juger ? Ça, c'est l'appréciation de chacun, si vous voulez. Mais quand il y a des décisions prises et qui satisfont l'ensemble de la population, on peut estimer que c'est une mesure de bon sens qui a été prise. C'est-à-dire que la meilleure façon de gouverner un conseil général, ou plutôt un conseil départemental, puisque c'est comme ça qu'ils vont s'appeler, c'est de prendre des mesures qui, finalement, recueillent la plus grande adhésion. Oui, c'est tout à fait ça. D'ailleurs, nous, on espère bien qu'il y aura un troisième tour un petit peu agité au niveau des départementales, qu'on sera là aussi pour trancher. Pour l'élection des présidents. Pour l'élection du président. Souvent, c'est ça. D'ailleurs, on ne sait pas entre l'homme et la femme comment ça va se passer. Là aussi, c'est le flou artistique. Donc, on espère bien, au moment de ce troisième tour, quand il faudra trancher, nous, au niveau du Front National, on met en place une charte qui est en cours d'élaboration, avec justement toutes les propositions de bon sens qu'on veut faire passer, et on verra les partis qui sont d'accord pour signer cette charte. Si on doit faire peser la balance, et bien voilà, on sera là pour mettre en place ces mesures de bon sens. Oui. Le Front National en rôle d'arbitre, vous craignez ça, Madame Écoutez, je ne sais pas en rôle d'arbitre. Moi, je travaille avec tout le monde pour des bons projets dans les territoires ou ailleurs. Je suis d'accord. Enfin, voilà, il y a des bons projets à gauche, il y en a des bons à droite, il y en a sûrement des bons au Front National. Il n'y a pas de souci. Le bon sens, pour moi, c'est la mise en œuvre des politiques. C'est extrêmement trop compliqué. Je donne un exemple sur l'APA. L'APA, quand elle a été mise en place, moi, j'avais demandé que les médecins soient mis au cœur des dossiers APA, parce que ce sont eux qui connaissent le mieux les personnes âgées sur leur territoire. Ça a été refusé par le Conseil général et c'est traité de Limoges. 3 mois pour instruire un dossier d'APA. 6. Oui, enfin 3 mois minimum. Minimum si tu rappelles après. C'est beaucoup trop long. Si tu mets des équipes sur le terrain qui connaissent les gens, tu peux aller beaucoup plus vite. C'est ça le bon sens. C'est ça dont les gens ils ont envie. Je crois que le bon sens... Très court. Très court. Je partage ce qui vient d'être dit, notamment sur l'APA. Et je crois que le bon sens, c'est simplement être en capacité sur les territoires à écouter toutes les personnes qui peuvent faire évoluer le territoire. C'est ça. Après, quand on est en responsabilité, il faut aussi être capable de prendre une décision. Mais ça, c'est la mission de l'Assemblée. C'est le vote et tout. Mais être capable, sur son territoire, d'écouter les gens dès lors qu'ils peuvent apporter quelque chose au territoire, je crois que ça, c'est le bon sens. Enrique, une autre remarque ? Dernière remarque, quelle réponse de bon sens est-ce qu'un Conseil général peut apporter en dehors de celle auquel il est déjà contraint par la loi? Parce qu'on a beaucoup parlé, je suis content, on a parlé des compétences du Conseil général, on a parlé de l'action sociale. Elle est réglementaire, on ne peut pas y toucher. Pas toutes. On ne peut pas y toucher. Pas toutes. On ne peut pas y toucher, mais il y a une façon de la mettre en œuvre. Il y a une façon, je parle des assistantes sociales. Les assistantes sociales, il faudrait qu'elles soient sur le terrain, elles ne connaissent plus les gens aujourd'hui. Elles ne connaissent plus les gens parce qu'elles n'habitent pas sur le terrain, elles n'ont pas le temps matériel d'aller voir les gens. Eh bien ça, c'est du bon sens.
de faire le social. Il y a une maison de santé pluridisciplinaire qui va se monter au Laura. Les professionnels de santé sont allés voir la présidente pour demander que l'assistante sociale soit avec eux. Ça a été refusé parce que les assistantes sociales fonctionnaires ne doivent pas travailler avec des libéraux. Ça, c'est pas du bon sens. Eh ben, le bon sens, ce sera malheureusement le mot de la fin. Merci à vous d'avoir participé à cette OL Libre spéciale. Merci aux équipes techniques en plateau ici et en régie. Les élections départementales continuent sur notre antenne dans nos journaux avec chaque jour, vous le constatez, un éclairage sur un canton. N'oubliez pas non plus notre site internet limousin.france3.fr avec un dossier complet sur cette élection. Samedi prochain, pas de OL Libre politique, une grande émission consacrée à la marée du siècle sur le littoral. Vous retrouverez la politique dimanche 22 mars pour le premier tour de l'élection. À suivre le journal avec Damien Ordas. Excellent week-end. Au revoir.